Bonsoir à toutes et à tous. C'est une heure fort avancée de la nuit. Je viens d'arriver en France. Nous sommes désormais le lundi 20 octobre 2019. Je viens d'arriver en France de retour de mon déplacement via la Turquie et bien en Russie, où j'ai été invité à une semaine de découverte culturelle à l'occasion du 20e anniversaire de la chaîne de télévision russe Russia Today. Si je vous parle à cette heure avancée de la nuit, c'est qu'il y a de très bonnes raisons. Des raisons qui sont liées à l'urgence, des raisons qui sont liées à la sécurité, des raisons qui sont liées à notre combat pour la liberté, la dignité, la souveraineté des Africains, partout dans le monde. Je voudrais commencer par rappeler que je suis parti je suis parti il y a une semaine, il y a exactement une semaine, puisque nous sommes le 20, le 20 octobre. Eh bien, je suis parti il y a exactement une semaine, donc autour du 12 octobre, 12, 13, 14 octobre par là. Je me suis rendu en Fédération de Russie à l'occasion d'une aimable invitation. Il m'arrive de donner des analyses politiques, il m'arrive de répondre à des interviews, il m'arrive de publier des articles sur les chaînes de télévision qui le souhaitent. C'est le cas de la chaîne de télévision Russia Today, qui est une chaîne de télévision russe qui me fait parfois l'honneur de solliciter mes analyses en tant que géopoliticien, en tant que philosophe, en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel engagé, en tant que militant activiste panafricaniste. Cette chaîne, ces dernières années, m'a fait l'honneur de bien souvent solliciter mes prises de parole. Je rappelle que, pour le moment du moins, je ne suis lié par aucun contrat professionnel avec cette chaîne. Je ne suis pas un employé de Russia Today. Et Russia Today et moi ne sommes liés jusqu'à ce jour par aucun contrat. Donc c'est dans le cadre de cette amitié intellectuelle, dans le cadre de cette passion commune pour la vérité, pour le partage de l'information vraie et juste, que les dirigeants de la chaîne Russia Today ont cru bon, à l'occasion du 20e anniversaire de cette chaîne, de m'inviter en semaine de découverte et d'imprégnation culturelle à Moscou, la capitale de la Fédération de Russie. Et les choses se sont très bien passées à Moscou. Nous avons bénéficié, et je n'étais d'ailleurs pas seul, nous étions plusieurs à être venus, entre autres de France, à l'invitation de la chaîne Russia Today. Je voudrais saluer ici le petit-fils du général de Gaulle, Pierre de Gaulle, qui faisait partie des invités de Russia Today, à titre d'exemple, à cette occasion. Et en fait, c'était une semaine d'activité culturelle. Nous avons bénéficié d'une présentation des grands monuments, des grandes places, des grandes artères, bref, de l'histoire de la ville de Moscou. Nous avons pu par la suite assister non pas simplement à un discours du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, sur sa vision de la communication dans cette période de grands enjeux géopolitiques liés à la souveraineté des États du monde multipolaire. Nous avons assisté à un très bel opéra. La pièce La Dame de Pique d'Alexandre Pouchkine a été jouée sous nos yeux dans le prestigieux théâtre du Bolchoï. Nous avons eu l'occasion de rencontrer de nombreux intellectuels, journalistes, chercheurs de la Fédération de Russie et d'échanger nos points de vue sur la marche du monde. C'était aussi l'occasion de rencontrer plusieurs journalistes de plusieurs pays du monde, Asie, Moyen-Orient, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. C'était aussi l'occasion de rencontrer des personnalités, telles des anciens présidents. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de
l'ancien président de la République d'Équateur, Rafael Correa, à cette occasion. Vraiment, c'était une semaine d'amitié, de fraternité entre les peuples, d'amitié, de fraternité intellectuelle, une semaine d'échange. Rien de plus normal dans la vie d'un intellectuel de mon exigence et de mon rang que de voyager à travers le monde à la rencontre d'autres esprits, non seulement pour partager des vues avec ces esprits-là, mais pour s'imprégner de ce qu'ils peuvent nous apporter dans notre propre combat pour l'émancipation de notre Afrique natale. Donc c'était une excellente semaine, mais au moment de partir, déjà, j'ai été soumis au rituel habituel. Quand je me présente au départ de la France à l'aéroport Charles de Gaulle, on retire mon passeport, on en photocopie toutes les pages. Et de manière inexpliquée, pendant plus de 30 minutes, alors que mon passeport était posé sur la table du policier du poste frontière, celui-ci était au téléphone avec son chef à qui il disait « il est là, je le laisse passer ou pas ». C'est-à-dire que le policier qui est chargé simplement du contrôle de l'identité des personnes qui entrent et sortent aux frontières était en train de demander à son chef quel traitement spécial réservé à Franklin Nyamsi. Alors qu'il n'y a aucune procédure légale qui puisse être opposée lorsque je sors de France ou lorsque j'entre en France, j'ai entendu pendant plus de 30 minutes l'agent de police du poste de frontière, là c'était il y a une semaine quand je partais à Moscou, demander à son chef la conduite à tenir. Et c'est au bout d'une trentaine, une quarantaine de minutes, il était pratiquement 6 heures du matin, je suis venu au poste de police vers 5h, 5h30. Il était pratiquement 6h, 6h10 pour un avion que j'avais à 7h20. Lorsqu'ils m'ont remis mon passeport, me soumettant au risque de perdre l'avion qui devait m'amener à Istanbul. Et à partir d'Istanbul, l'avion qui devait m'amener à Moscou. Ça, c'est ce qu'ils ont fait quand je partais. J'ai passé cette semaine en Russie, cette semaine d'impréhension culturelle. Je n'ai pas le sentiment d'avoir dit ou fait quelque chose d'extraordinaire, de différent de ce que je fais depuis plus de 25 ans. Je suis quand même auteur de plus de 40 ouvrages. Je me bats pour 4 causes. Le départ total des troupes néocolonialistes du sol africain, le démantèlement de la monnaie coloniale du franc CFA. Je me bats pour que les puissances étrangères arrêtent de venir imposer des valets, des dirigeants fantoches à la tête de nos pays. Je me bats pour fonder intellectuellement, spirituellement, les institutions économiques, sociales, politiques, les institutions culturelles de l'Afrique sur notre propre civilisation, à partir d'un réinvestissement de nos langues. Voilà le combat que je mène depuis plus de 25 ans et qui m'a permis de produire cette œuvre, dont les conférences audiovisuelles que vous appréciez beaucoup, puisque vous êtes bientôt 500 000 abonnés sur mon compte YouTube principal, Franklin Nyamsi Wa Cameroun, l'Afrique des libertés, où vous êtes, et puisque vous êtes près d'1 million d'abonnés sur mon compte Facebook, puisque j'ai la page Franklin Nyamsi, j'ai la page Franklin Nyamsi Wa Cameroun, j'ai la page Franklin Nathan Nyamsi. Toutes ces pages cumulées font plus d'1 million d'abonnés. Vous êtes des centaines de milliers sur TikTok à me suivre. Ça veut dire bon que c'est un message qui passe. Donc, j'ai toujours fait cela, en fait, depuis pratiquement mes 21 ans. À savoir défendre les 4 causes qui m'ont amené à créer l'Institut de l'Afrique des libertés, association légale basée au Mali. Donc là, depuis 2021, vous le savez, M. Macron a décidé de me persécuter au motif que je critique la politique africaine de la France. J'étais depuis 2003 professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français. M. Macron m'a soumis dans le cadre de ce travail à un harcèlement pendant 5 ans. Et j'ai donc rendu ma démission le 1er septembre 2025 par une lettre adressée au ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur. À l'époque, j'ai adressé ce courrier également en copie au rectorat de l'Académie de Normandie. J'ai reçu 2 semaines après la réponse de l'administration française
confirmant que suite à ma demande de démissionner de mon poste de professeur agrégé de philosophie de l'enseignement public français, l'État français me répondait par l'affirmative, en me radiant définitivement du corps des professeurs agrégés de philosophie de l'enseignement public français. Cette réponse m'est arrivée le 15 septembre. Donc, je n'ai plus d'obligation professionnelle. Je n'ai plus d'obligation professionnelle envers l'État français. Je suis, depuis le 1er septembre 2025, un particulier. Je travaille à mon propre compte. Je mène mes activités moi-même. Je dispose de mon propre temps et de mes idées. Et je suis libre, depuis le 1er septembre, même de m'engager avec qui je veux dans le cadre de mon activité professionnelle, de conseiller politique, de consultant, d'analyste, de géopoliticien, d'écrivain. J'ai d'ailleurs engagé de nouveaux contrats d'enseignement que je vais exercer dans certaines universités africaines, comme l'Université catholique du Mali, comme l'Université publique malienne, bientôt l'Université publique nigérienne ou même l'Université publique du Burkina Faso solliciteront mon intervention comme professeur invité. Donc, je suis libre de mes activités. J'ai le droit d'aller où je veux sur la terre, partout où la loi ne m'interdit pas d'aller. La loi du pays en question. S'il y a un pays qui ne m'interdit pas de mettre les pieds dans son territoire, j'ai le droit d'y aller. Parce que je suis entièrement maître maintenant, depuis le 1er septembre 2025, de mes activités. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit. Donc, que je me lève pour aller en Russie, c'est mon droit. J'ai vu d'autres citoyens français qui sont allés en Russie et qui étaient dans le même avion que moi. Et qui, eux, n'ont pas été arrêtés. Qui n'ont pas été traînés dans un poste de police. J'ai cité un exemple ici de quelqu'un que beaucoup de gens connaissent qui était à la même invitation que moi. Pierre de Gaulle, le petit-fils de Charles de Gaulle, qui est un critique, un opposant au régime d'Emmanuel Macron et qui dénonce la russophobie entretenue ici en France par le régime de Macron. Pierre de Gaulle était là-bas. Et il y avait d'autres citoyens français là-bas qui étaient dans le même avion que moi. Et même qui ont été témoins de mon arrestation aujourd'hui à la sortie de l'avion. Donc, moi je vais en Russie, je mène mes activités comme j'ai mené mes activités chez nous au Mali ou récemment au Burkina Faso. Je suis en train de rentrer pour aller prendre le train à Paris et aller chez moi à Rouen en Normandie. Voici que je sors de l'avion de Turkish Airways et il y a 2 flics qui m'attendent. Je sors de l'avion de Turkish Airways, je marchais avec un ami que je me suis fait lors de ce voyage en Russie. Le journaliste très connu, Didier Maisto. Nous étions tous là-bas pour répondre à l'aimable invitation du 20e anniversaire de Russia Today. Il n'y avait rien d'autre là-bas que de l'amitié, du partage, de la culture, des échanges enrichissants. Et nous sommes revenus. Donc je sors de l'avion, je suis en train d'aller vers le poste de contrôle de l'aéroport Charles de Gaulle. Avec mon ami Didier Maisto, lui il passe. Les policiers, il y a 2 policiers avec brassard orange ou rouge plutôt à la main qui attendent, qui bouchent la sortie. Ils regardent tous les passeports et quand je présente mon passeport, ils me mettent en état d'arrestation. Ils me demandent de me mettre à gauche, de me décaler. Et dès que je me décale, ils laissent les gens passer, ils ne contrôlent plus les gens, ce qui prouve qu'ils étaient là uniquement pour m'attendre. Puisque la personne même avec qui moi j'étais a fait le contrôle et est passée avant moi. Et il m'attendait pour voir ce qui se passait. Et il a assisté à mon arrestation. Donc on est venu au pied de l'avion. Aujourd'hui, nous sommes déjà demain, mais hier, 19, eh bien, octobre, vers 23 h, on envoie 2 policiers au pied de l'avion me cueillir. Ces policiers, après avoir vérifié mon identité,
confisquent mon passeport qu'ils tiennent dans leurs mains. C'est ça l'arrestation, l'interpellation. Et ils me demandent de les suivre parce que ils ont des collègues du ministère de l'Intérieur qui souhaiteraient me parler. Je dis, mais moi je n'ai pas d'amis du ministère de l'Intérieur qui m'attendent aujourd'hui, 19 octobre, à l'aéroport Charles de Gaulle. Et je suis pressé parce que j'ai un train à prendre pour aller chez moi. Donc, s'il y a des gens qui veulent me parler, dites-leur de prendre rendez-vous avec moi et j'apprécierai l'intérêt d'une conversation avec eux. Sinon, je n'ai pas prévu de causer avec des gens dans un poste du commissariat de police de l'aéroport Charles de Gaulle. Je n'ai pas le temps ce soir. Il se fait tard là. J'arrive de Moscou via Istanbul, il est 23 h. Laissez-moi aller chez moi. Ils me disent, non, suivez-nous. Les agents qui veulent vous parler vont vous expliquer le bien fondé de la conversation, etc. qu'ils veulent avoir. Je dis, mais écoutez, moi, la première chose que je dois faire maintenant, je sors mon téléphone, j'appelle mon avocat, Maître Ndjifutawo Roshawa Aboubekr. Je lui dis, Maître Abou, voici un palier de plus franchi dans la violation de ma liberté par le régime d'Emmanuel Macron, l'autocrate français. Je viens d'arriver d'un voyage personnel. Je n'ai aucun compte à rendre à Emmanuel Macron. En tant que président de la République, il n'a pas à surveiller les déplacements des citoyens. En tant qu'intellectuel, en tant que personne privée, j'ai le droit de mener les activités dans le respect des lois. Il n'y a aucune loi qui m'interdise d'aller en Russie. Sinon, je devais être en garde à vue avec tous ceux qui étaient en Russie et qui sont français comme moi. Or, eux, ils sont passés. On ne les a pas dérangés. Parce qu'on ne se permettrait pas d'arrêter tout le monde comme ça. C'est sur l'Africain qu'on vient exercer des violations spéciales. Parce que depuis 600 ans, on croit que c'est facile. Vous comprenez? Donc, je suis les deux agents de police puisqu'ils avaient pris mon passeport. Et qu'ils m'encadraient. En chemin, ils enlèvent leur brassard. Pour qu'on ne sache pas qu'ils sont des policiers. Parce qu'ils avaient honte d'être venus, moi seul, me chercher. Au sortir de l'avion de Turkish Airways. On m'emmène dans le poste de police. Quand j'arrive dans le poste de police, je trouve une situation incroyable. Des personnes qui sont en état d'arrestation sont en train de hurler de douleur. Je n'ai pas vu la scène, mais il y avait de la violence dans le poste de police. Il y a des personnes apparemment d'origine indienne qui étaient en train d'être probablement maltraitées là-bas. Parce que j'ai entendu des cris, des pleurs à l'intérieur du poste de police. J'étais déjà en état d'arrestation. Moi, je me suis assis, j'ai posé mes bagages à côté et j'ai continué à donner les informations pertinentes à mon avocat. Pendant que j'étais en garde à vue, sous surveillance de l'un et l'autre qui allait chercher ceux qui veulent m'interroger. En bonne entente avec mon avocat, Maître Ndjifutawo Roshawa Aboubekr, nous avons pris la décision que je ne dois donner aucun témoignage en l'absence de mon avocat. Je ne dois répondre à aucune question en l'absence de mon avocat. Donc, voilà que deux personnes qui se présentent comme des agents du ministère de l'Intérieur, et il y en a un qui se présente sous le nom de monsieur, eh bien, Hautefeuille. Monsieur Hautefeuille. Je pense Clément Hautefeuille. Il y en a un, il est en veste, il est plutôt très bien habillé. L'autre est habillé un peu comme les policiers en opération le sont souvent. Il est habillé d'une manière beaucoup plus ordinaire. Mais le principal interrogateur qui est venu, c'était un homme plutôt jeune, mais avec une certaine prestance, même aristocratique. Hein. Donc, il s'appelle Clément de Hautefeuille, ou Clément Hautefeuille. Un nom qui semble être d'ailleurs un nom en particulier, parce que j'ai exigé qu'il me dise comment il s'appelle. Et en vertu de quoi, il m'avait arrêté. Donc, ces hommes-là ont essayé de m'expliquer que je n'étais pas en garde à vue, que je n'étais pas en état d'arrestation, et qu'on m'avait demandé qu'on aille me chercher, parce qu'on souhaitait avoir une conversation avec moi, un entretien à bâton rompu, dans un petit bureau à côté. On souhaitait parler avec moi. Alors, j'ai appliqué la doctrine
sur laquelle, avec mes avocats, les avocats du collectif L'Afrique des Libertés, nous sommes constants. Je n'ai pas à parler à un agent du ministère de l'Intérieur, à un agent de police. Je n'ai pas à répondre à des questions dans un cadre extra-légal. Je n'ai pas à être mis à table comme on mettrait à table un vulgaire espion ou un agent double ou je ne sais quel mercenaire pour devoir, je ne sais pas, faire je ne sais quelle confidence à ces messieurs. Donc j'ai dit à monsieur Hautefeuille que je refusais de coopérer en l'absence de mon avocat. Et que s'il souhaitait que cet entretien ait lieu, dans le cadre de cette garde à vue qui venait de commencer, je demandais que mon avocat vienne d'abord et qu'on me trouve d'ores et déjà une chambre ou un lit pour dormir, qu'il me montre le coin de cellule où je dois dormir en attendant mon avocat. Parce que je suis fatigué, je devrais être dans un train pour m'amener chez moi, vous m'arrêtez, et je vous dis que je ne répondrai pas à des questions en l'absence de mon avocat. Alors on se met à m'amadouer, mais écoutez, faites-nous confiance, il faudrait juste qu'on se retire dans une petite salle à côté, et vraiment c'est pas quelque chose de... C'est vraiment pas quelque chose de pénal, c'est vraiment pour vous, pour essayer de comprendre pourquoi. Et alors là, il lâche la bombe. C'est alors là pour essayer de comprendre pourquoi vous vous attaquez aux intérêts de la France avec des États ennemis de la France. Et il cite la Russie, le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Monsieur Hautefeuille m'accuse de m'attaquer aux intérêts français avec des États étrangers ennemis de la France. Et il cite, je recommence bien, la Russie, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et il ajoute, vous vous permettez en tant que citoyen français d'être ami de ces États qui sont nos ennemis, alors qu'en France, on respecte les libertés, on n'est pas comme ces pays dans lesquels sont pratiquées les déportations, les enlèvements, les massacres et les génocides. Donc c'est pour cela que nous voulons vous appeler, M. Niamsi, à vous expliquer. J'ai regardé M. Hautefeuille, je lui ai dit, je ne répondrai à aucune de vos injonctions en l'absence de mon avocat. Avec mon avocat, Maître Ndjifouta Ouoshaou Aboubek, nous avons déjà écrit une lettre explicite au ministre de l'Intérieur. À l'époque, c'était Gérald Darmanin. Gérald Moussa Darmanin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Nous lui avons déjà écrit pour lui demander pourquoi je suis tracassé aux aéroports. Quel crime ai-je commis? Quel péché contre le Saint-Esprit ai-je commis pour être persécuté depuis 5 ans sous le régime de Macron? Les services de M. Darmanin ont répondu qu'ils ne peuvent pas me dire pourquoi je suis l'objet de ce harcèlement, de ce traitement spécial lors de mes entrées et de mes sorties. Pourquoi est-ce que je suis traqué? Parce que si on me disait pourquoi, je risquerais de prendre des dispositions pour éviter qu'on me contrôle bien. C'est ça la réponse qu'ils ont donnée. Et je rappelle donc aux 2 flics que le ministère de l'Intérieur a refusé de dire au nom de quoi il m'a fiché S. Il a refusé de s'expliquer là-dessus. Nous attendions une explication écrite parce que nous avons demandé une explication écrite. Nous ne l'avons pas eue. Maintenant, vous venez et vous me demandez de venir avec vous dans une petite pièce dans laquelle nous allons nous parler. Et vous dites, ça, c'est pas dans le cadre d'une procédure légale. C'est vraiment une conversation pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vous dis, je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition. Je suis tout à fait d'accord pour parler avec vous, mais à une seule condition, c'est que mon avocat soit là. Mon avocat doit être là. Moi, je ne parle pas avec vous sans avocat. Parce que je n'ai aucune espèce de garantie. Je ne suis pas votre ami, vous n'êtes pas mes amis. Je n'ai pas rendez-vous avec vous ce 19 octobre 2025 à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Je n'ai aucune confidence à vous faire. Mon avocat vient
et on commence l'entretien. Vous pouvez d'ailleurs m'adresser une convocation légale, en bonne et due forme, en disant rendez-vous à tel commissariat, tel jour pour affaire vous concernant. Il dit non, 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 c'est pas ça. C'est pas une affaire. Nous, on veut essayer de comprendre pourquoi vous combattez la France. Je lui dis, écoutez, je ne vais pas vous répondre. Vous êtes en train d'insinuer des choses très graves contre moi, mais je ne vais pas vous répondre. Parce que vous reconnaissez vous-même que vous m'avez arrêté dans un cadre illégal. Vous n'avez pas reçu mandat d'un juge pour m'arrêter. Donc je demande, une fois de plus, que mon avocat, que j'ai dûment alerté, je demande que Maître Ndjifouta Ochaou Aboubekr soit autorisé à se déplacer depuis Bruxelles pour venir ici. Parce que vous, là, vous m'avez fait rater mon train. Par votre faute, je suis en train de rater mon train pour rentrer en Normandie. Je vais être obligé de dormir en hôtel à Paris par votre faute. Vous dites que c'était pour une conversation, c'est pour qu'on échange à bâton rompu, etc. Mais je me rends compte que vous m'avez arrêté. Quand on veut avoir une conversation à bâton rompu avec quelqu'un, on ne l'arrête pas. On ne le kidnappe pas à la sortie de son avion. On ne le cueille pas comme un vulgaire voyou, un bandit, sous la vue de tout le monde. Donc, écoutez, soit vous laissez venir mon avocat, soit vous me laissez aller chez moi. Vous me rendez mon passeport et je vais chez moi. Et c'est à ce moment que ce fameux monsieur Hautefeuille va plus loin. Il me dit, vous ne savez pas la chance que vous êtes en train de rater. Vous allez regretter. Parce que c'est une chance qui vous est donnée de vous expliquer. Parce qu'on ne peut pas accepter que vous vous opposiez aux intérêts de la France. Et moi, je réponds à M. Hautefeuille, je prends acte des menaces que vous formulez contre moi. J'ai demandé à répondre à vos questions dans un cadre légal, en présence d'un avocat. Vous refusez que ça se passe dans un cadre légal, vous voulez m'amener dans un cadre extra-légal. Et comme je refuse, vous me menacez, littéralement, d'utiliser des moyens illégaux pour me sanctionner, pour me punir, de ne pas faire les 4 volontés de M. Macron, votre envoyeur. Alors, je tiens à vous dire que je n'accepterai jamais de vous donner un témoignage dans un cadre illégal. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas votre camarade. Je ne suis pas votre copain. J'ai aucune conversation privée à avoir avec vous. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, à partir de maintenant, je ne vous parle plus. Vous m'avez mis en garde à vue. Je vais peut-être déjà me débrouiller pour dormir et attendre eh bien, ce que vous voulez faire de moi. Ah non, 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 écoutez, bon, on vous a donné toutes les chances, vous n'avez pas voulu les saisir. Et ça faisait déjà 30 minutes. Hein. Ça faisait 30 minutes qu'il me tannait le cuir comme ça. Et il me fait remettre mon passeport et on m'envoie au poste de police des frontières où je m'apprêtais à passer. Et au poste de police des frontières, il y a 3 postes qui sont ouverts, il y a 3 policiers qui sont assis derrière la vitre. Je donne mon passeport au premier policier, il regarde, il fait passer sur la machine, il me dit non, allez voir l'autre. Je reprends mon passeport, je vais chez l'autre, qui fait passer mon passeport dans sa machine. Il me regarde sa machine, il me regarde, il me dit allez voir plutôt l'autre. On m'amène à un troisième box. Vous savez, les policiers qui sont derrière la vitre, là, à Charles de Gaulle. Là, c'est une dame. On lui montre mon passeport, on lui dit, il est en train de vouloir rentrer chez lui, il était au poste de police. Elle dit, non, allez voir tel. Je suis passé par 4 postes de police différents. Au point que, à un moment donné, il y a un agent de police que je ne connais pas, je n'ai pas eu le temps de connaître son nom, qui est venu dire à son collègue, laissez-le aller chez lui. Laissez-le aller chez lui, donnez-lui son passeport. Je ne sais pas pourquoi. Il est intervenu pour dire laissez-le aller chez lui.
Mais lui, il semblait être agacé par le fait qu'il y a 4 postes de police, et il n'y en a aucun qui veut prendre la responsabilité de dire on a laissé passer M. Niamsi. Donc, j'ai tenu à apporter ces témoignages pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Pendant que ma mémoire est parfaitement fraîche. Afin qu'aucun des détails essentiels de ce qui s'est passé ne vous échappe. Alors donc, en conclusion, j'ai fait l'objet d'une arrestation illégale. C'est une arrestation illégale. Ce n'est pas un juge qui a demandé qu'on m'arrête. Ce n'est même pas un contrôle qu'ils ont fait. Parce que s'il s'agissait de contrôler mon identité, une fois qu'ils ont vu que c'est moi, Franklin Niamsi, le détenteur de ce passeport-là, ils m'auraient laissé passer. J'ai fait l'objet d'une arrestation, d'une garde à vue illégale. Et le commanditaire de cette garde à vue s'appelle donc M. Hautefeuille. J'ai demandé à mon avocat, Maître Ndjifouta Ouchawaboubekre, et à tout le collectif d'avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, de bien vouloir m'accompagner dans la démarche de porter plainte contre le ministère de l'Intérieur et notamment contre l'agent M. Clément Hautefeuille. L'agent Clément Hautefeuille fera l'objet d'une plainte pour arrestation illégale, menace, harcèlement policier contre M. Franklin Nathan Niamsi en date du 19 octobre 2025 à l'aéroport Charles de Gaulle. Maintenant, pour finir ce témoignage, beaucoup d'entre vous m'écrivaient en disant « Ces gens-là sont très dangereux, il faut quitter la France, il faut aller en Afrique, vous avez des pays qui vous sont hospitaliers, allez là-bas. » Quand vous êtes assis chez vous là, et que vous dites à quelqu'un « Va là-bas, va là-bas, va là-bas », vous devez vous demander si vous savez quelle est la situation réelle de cette personne. Il y a des millions d'Africains qui vivent en Europe, des millions d'Africains qui vivent en France. Si nous, qui portons la parole de vérité, de justice, de solidarité des Africains, nous nous mettons à pisser dans nos frocs, à trembler, parce que des gens qui ne respectent pas le droit nous menacent, qu'en est-il de ces millions d'Africains, de notre communauté, qui vivent ici en Europe et qui vont nous voir trembler comme ça, comme des mauviettes et fuir? Si Niamsi ou à Cameroun ou à Africa doit pisser dans ses frocs parce qu'on l'arrête à la sortie d'un avion à l'aéroport Charles de Gaulle, est-ce qu'il peut être un leader communautaire? Qu'en est-il de mon peuple? Qu'en est-il des Africaines et des Africains, des Françaises et des Français d'origine africaine qui comptent sur nous? Vais-je les abandonner en me cachant pour sauver ma peau à moi pendant que la leur est livrée? Parce que, en fait, si nous ne sommes pas capables, nous les leaders communautaires, de défendre le droit, mais qui va défendre nos enfants? Qui va défendre les millions d'Africaines et d'Africains qui vivent en Amérique, qui vivent au Canada, qui vivent en Europe? Qui va les défendre si nous, qui sommes capables de penser, d'écrire, qui pouvons organiser avec le soutien des robes courageuses de l'Afrique des libertés, notre défense, si nous là on recule, mais toute la communauté va devenir une communauté d'esclaves. Ça veut dire que les Africains en France deviennent des esclaves. Si Niamsi tremble parce que Macron le menace de le mettre en prison, que va donc faire Diarra? Que va faire Manga? Que va faire Dambélé? Oui, que va faire Moussongo, qui lui n'est pas connu comme Niamsi et qu'on menace de la même façon? Donc arrêtez avec cet argument facile que vous avez. Vraiment, il faut partir. Partir où? Est-ce que c'est eux qui m'ont envoyé ici? Mieux, ce que vous ne savez pas, c'est que les puissances impérialistes et néocolonialistes ont des services secrets qui agissent partout. Les services secrets français ont déjà tué des tas de gens hors du territoire français. C'est pas parce que je serai hors du territoire français que si M. Macron a décidé une opération homo contre moi, elle ne va pas être exécutée. Ils peuvent m'atteindre partout sur la terre. Oui! Et ils ont déjà tenté de m'atteindre partout sur la terre. Là, j'étais à l'étranger, j'étais en Éthiopie, dans un avion d'Ethiopian Airlines. J'étais au Niger, quand des agents de la DGSE nous ont poursuivis dans l'avion pour m'encercler. Il y a 3 témoins.
Maître Ndjifouta Ouaboubek, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda. Ils ont vécu ça en direct. Vous pensez que nous qui nous battons pour la dignité, pour la respectabilité de la communauté, nous on doit être des fuyards? Vous me voyez moi être fuyard? Les grands héros africains que nous honorons, ils avaient moins de 40 ans quand ces gens-là les ont tués. Moi, à 53 ans, je vais trembler parce que Macron veut me mettre en prison, parce que Macron veut m'intimider, parce que Macron veut m'arracher mes biens, parce que moi, je vais trembler à mon âge. C'est impossible. Parce que j'ai parfaitement conscience que mon attitude va influencer celle de mes enfants. Mon attitude va influencer celle de la communauté des Africains du monde entier. Mon attitude va influencer positivement ou négativement une Africaine ou un Africain qu'on piétine actuellement, quelque part en France, quelque part en Europe, quelque part en Amérique. Une Africaine ou un Africain qu'on est en train de piétiner maintenant, quelque part, dans les îles des grands océans. Tous ces gens-là se relèvent parce que nous sommes debout. Nous nous relevons parce que le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta, le président Abdourahmane Tiani sont debout. C'est à cause des Africains debout que les autres Africains sont debout. Donc pourquoi je devrais trembler à l'idée d'aller et venir en France alors que j'en ai le droit? Aller et venir en France est un droit. Je suis citoyen. Je possède des biens. J'ai une famille de naissance française. C'est-à-dire que vous pensez qu'on se lève comme ça du jour au lendemain, on enlève tous les droits à des gens uniquement parce que M. Macron n'est pas content? Il m'a fait chantage de mon poste de professeur. Je le lui ai remis. La paye de professeur agrégé, je ne l'ai plus. Depuis le mois de janvier, il m'arrachait 60% de mon salaire sur la base d'une augmentation arbitraire de mon impôt. Je lui ai remis à Macron mon poste. Là, on lui demande de démissionner de la présidence de la République française. Il n'ose pas. Moi, j'ai démissionné du poste de professeur agrégé de philosophie. Si Macron est courageux, qu'il démissionne de la présidence de la République, et on va voir dans la cité si lui, il peut tenir un discours devant moi. Intellectuellement, je suis d'une catégorie supérieure. Je peux être le professeur de M. Macron. Dans n'importe quelle université de ce monde, quand j'entre, M. Macron s'assoit du côté des étudiants. Oui! Donc moi, j'ai démissionné de mon poste de professeur de l'enseignement public français pour récupérer donc toute ma liberté de conscience, ma liberté d'action. Parce qu'il me faisait depuis 5 ans tout un procès. Ah, vous êtes fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de vous exprimer, vous avez l'obligation de réserve, vous avez... Je ne suis plus fonctionnaire français. Je vous ai remis le poste. Mais je vous remets le poste et vous ne me laissez pas tranquille. Et vous pensez qu'en me prenant comme ça à côté, pour me harceler, pour me pressuriser, pour m'intimider, moi je vais accepter de devenir en réalité votre agent? Je ne suis l'agent de personne. Je ne suis ni agent français, ni agent russe. Je suis serviteur des libertés des Africains. Je ne suis l'agent de personne. Il n'y a aucune puissance dans ce monde qui puisse dire que je suis son agent. Je suis engagé aux côtés des peuples et des gouvernements souverainistes et panafricanistes africains. Là, c'est clair. Je soutiens l'action du gouvernement du Mali, l'action du gouvernement du Burkina Faso. Je soutiens. Je soutiens l'action du gouvernement nigérien. Tous les peuples africains en lutte pour la vraie souveraineté, je suis avec eux. Ça, c'est vrai. Mais je n'accepterai pas que l'on m'impose par l'intimidation de montrer un mauvais exemple aux Africaines et aux Africains d'Europe et de France. Si nous, Niamsi ou Cameroun, nous devons nous comporter en poltron, ça veut dire que nous abandonnons notre communauté aux caprices des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux et des valets dictatoriaux africains. Donc il est hors de question que je sois en train de raser les murs. Pour quel cri? Qu'ai-je fait? Je suis allé répondre à une invitation culturelle en Russie. Il s'est passé quoi là-bas? Et la cause que je défends en Afrique, elle est vraie. Toute Française, tout Français honnête reconnaissent que la cause est vraie.
La cause est vraie. Qui aimerait que son pays soit occupé militairement par des troupes étrangères? Aucune Française, aucun Français. De Gaulle ici a chassé les Américains quand ils étaient tentés de rester en France. Mais qui aimerait que la monnaie qu'on utilise dans son pays natal soit contrôlée par la banque d'un autre pays? Mais aucun Français, aucune Française. Quand on a voulu maintenir la France sous l'occupation américaine, c'était pour la maintenir sous la domination du dollar. De Gaulle a refusé. Il a même récupéré les réserves de change de la France dans les banques américaines, les réserves d'or. Parce qu'il tenait à la souveraineté de la France. Qui accepterait que ce soit des dirigeants étrangers qui viennent dicter le choix des dirigeants français et non pas le choix souverain du peuple français? Qui accepterait ça? Qui accepterait qu'on vienne imposer aux Français de parler une langue étrangère en lieu et place du français? Personne, personne. Or, c'est ce que je revendique pour l'Afrique. Je ne demande rien à la France que la France ne demande pour elle-même. Je ne demande pour l'Afrique que ce que n'importe quel pays, n'importe quelle communauté normale demande pour elle-même. Vous comprenez? Donc, j'ai la conviction de mener un combat qui est véridique, qui est juste, un combat solidaire et fraternel. Ce n'est pas un combat raciste. Je n'appelle pas à la domination des Noirs sur les Blancs, des Rouges sur ceux, rien du tout. J'appelle à la souveraineté respectée et réciproque des peuples. Voilà. Donc, la question de la sécurité que vous soulignez, d'ailleurs, j'y ai répondu dans l'interview que Mariam Feugio de Russia Today m'a faite à Moscou. J'ai répondu à cette question en disant il faut savoir que quand vous vous engagez pour la liberté, pour la justice de votre collectivité, de votre communauté, il faut savoir que l'ennemi vous suit partout. L'ennemi peut essayer de vous atteindre partout. D'ailleurs, il est plus facile aux renseignements généraux, aux services secrets français de m'atteindre hors de France qu'en France. Parce que s'il m'arrive quelque chose en France, on les accuse. J'ai toujours dit que quoi qu'il m'arrive ici en France, c'est M. Emmanuel Macron, l'actuel président de la République, qui est le premier responsable. Parce que je n'ai jamais été persécuté par aucun autre gouvernement dans ce pays que le gouvernement Macron. Je vous ai toujours dit ça. Donc, le président Macron sait que toute la communauté française et africaine mondiale sait que s'il m'arrive quelque chose en France, il en est coupable. Et il va en assumer les conséquences. Ça, le président Macron le sait. Et il y aura des conséquences à tous les niveaux. S'il m'arrive quelque chose à moi ou à l'un des miens, par la faute de son gouvernement. Donc, en fait, paradoxalement, l'endroit où je suis le plus en danger, c'est quand je suis à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, ils peuvent monter des équipes de filature pour m'atteindre et on va accuser quelqu'un d'autre. Oui. Quand je me déplace au Sahel, quand je me déplace, je ne sais pas, en Russie, etc., c'est là que je suis en danger. Parce que là, ils se disent, on peut lui faire sa peau, on pourra toujours accuser quelqu'un d'autre. Vous comprenez? Donc, moi, j'ai réfléchi à cette question de la sécurité. Je ne suis pas du tout suicidaire. Moi, j'aime la vie. Hein? Que personne ne vienne vous dire « Ah, il a sauté du 20e étage d'un immeuble ». Ce n'est pas vrai. Moi, j'aime la vie. Je ne suis pas suicidaire. Je suis un fils de Dieu et Dieu est le maître de vie. Celui qui permet à l'âme de survivre au corps, c'est Dieu. Je ne peux pas me permettre de me moquer du plus précieux don qu'il m'ait accordé, son souffle et l'âme. Donc jamais, jamais, de toute ma vie, jamais, je ne me suiciderai. Que personne ne vienne vous mentir. Ils ont menti sur l'ambassadeur sud-africain ici pour maquiller son assassinat. Je vous ai commenté cette affaire. Donc, ils savent que l'opinion rattache tous mes problèmes de sécurité en France à la persécution de Macron. Ça, les services français le savent. Le président Macron le sait. La cellule française de l'Élysée sait que s'il m'arrive quelque chose en France, on va accuser le gouvernement Macron. Et à partir du moment où le gouvernement Macron attente à la sécurité, à l'intégrité physique, à la vie des Africains, il va en avoir les conséquences. Donc, quand je vais à l'étranger, c'est vraiment là
qu'ils font encore plus d'efforts pour me coincer. C'est paradoxalement, quand je suis là dans son nez, je suis plus en sécurité que quand je suis loin. Parce que quand je suis loin, tous les coups sont permis. Vous avez compris? Mais je n'ai pas le droit, avec le travail de conscientisation que je fais, je n'ai pas le droit de céder à la peur. Je n'ai pas le droit de céder à la panique. Il y a des millions de gens qui sont aujourd'hui en train de se redresser parce qu'il y a des gens comme Franklin Nyamsi sur la terre. Je n'ai pas le droit de laisser ces gens-là comme ça en disant, bon, ok, je fuis. Je ne fuirai pas. Je suis en train de me réinstaller en Afrique, vous l'avez bien observé. Une bonne partie de mon année, je la passe désormais en Afrique, à développer les activités de l'Institut de l'Afrique des Libertés, que les autorités maliennes, je remercie encore ici, le président Assimi Goïta et ses compagnons ont bien voulu me permettre de créer à Bamako. Je suis à la disposition, à la demande du président du Faso, de l'Institut des peuples noirs du Burkina Faso. Et je suis à la disposition des universités africaines qui m'offriront d'être professeur invité pour assurer, entre autres activités, la formation des jeunes Africains. Je ne manque pas d'occupation. Mais j'ai le droit d'aller en Afrique et de revenir en Europe, de revenir en France, parce que j'ai des droits en tant que citoyen adoptif de France, et une partie de ma famille est française. Est-ce que vous comprenez ça? Nous avons des droits ici qui ne nous ont pas été donnés par pitié, qui ont été acquis par le travail. Ces droits-là sont valables. Donc, si je choisis de réorganiser mon activité vers l'Afrique, ça ne veut pas dire que je dois maintenant paniquer à l'idée de venir en France auprès des miens. Est-ce que vous comprenez? Et les miens, ce n'est pas seulement ma famille, c'est la totalité de la communauté africaine qui est engagée dans le processus d'émancipation. Si nous, qui sommes les porte-parole de cette communauté, nous commençons à raser les murs, mais la communauté va s'éparpiller. La communauté va retourner en esclavage. La communauté va retourner dans les Senzala. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. C'est aussi simple vraiment que cela. L'explication sur la question de la sécurité. Alors, donc, la question de la sécurité ne se résout pas par la peur, et ce n'est pas parce que vous allez au Sahel que les commandos de la France-Afrique ne chercheront pas à vous atteindre. Ce n'est pas parce que vous allez au Sahel que les commandos de la France-Afrique ne... Mais regardez même dans les commentaires ici, sous les vidéos. La plupart des commentaires les plus criminels sont faits par des Africains. Vous n'avez pas remarqué? Mais ces Africains-là, qui sont-ils? Sont les valets de la France-Afrique. C'est eux qu'on utilise pour assassiner leurs frères en Afrique. Vous n'avez pas remarqué? Regardez les commentaires là. Ce sont des Africains qui sont en réalité le bras armé du néocolonialisme français contre l'Afrique. Regardez les mercenaires terroristes. Il y a des Arabes d'Afrique du Nord et des Arabes du Moyen-Orient qui sont les chefs de ces groupes de mercenaires. Mais la base, la piétaille des groupes armés terroristes sont les Africains. Et ces Africains-là, cette piétaille-là, qui participent à l'impérial terrorisme, elle est actuellement en train de commenter sous la vidéo-là. Tous ceux qui s'amusent avec la vie des Africains, tous ceux qui estiment que le président français Macron doit pouvoir disposer de la liberté des Africains comme il veut. Et il n'ose pas le faire de la même façon de tous les autres Français. D'accord? Tous ceux qui sont comme ça, en fait, ce sont eux qui sont les mercenaires. Les mercenaires de la France-Afrique en Afrique, c'est une majorité d'Africains. La plupart des mercenaires de la France-Afrique en Afrique sont des Africains. Vous les reconnaîtrez à leurs commentaires. Ils sont là, les mercenaires. Ceux qui sont prêts à tuer des Africains pour faire plaisir au maître néocolonial français. Ils sont là. Vous les voyez sous les commentaires. Donc, je ne suis pas, et je recommence là-dessus, je ne suis pas plus en sécurité ici en France qu'en Afrique. Je vous le dis.
Je ne suis pas plus en sécurité ici en France qu'en Afrique. La sécurité est un problème partout pour celui qui s'engage pour libérer sa communauté. La sécurité est un problème partout pour lui. Vous avez compris? Bon. Donc, nous allons porter plainte contre M. Clément de Hautefeuille. Nous allons porter plainte contre lui pour arrestation illégale et nous allons poursuivre nos activités. Nous allons poursuivre nos activités. Ce énième incident, cette énième menace, en fait, in fine, il est venu me dire que si je ne fais pas les 4 volontés du gouvernement Macron, on va me régler mon compte, mais ça ne sera pas au tribunal. Implicitement, c'est une menace de mort. On va vous inscrire dans la liste de ceux sur lesquels on doit faire une opération homo. Opération homo, vous savez ce que c'est ici en France, c'est que parfois les chefs d'État français se sont autorisés à ordonner de tuer certaines personnes. Parce que ces personnes ne correspondent pas à leur vision de la France. Dans un livre qu'il a écrit il y a quelques années, François Hollande, l'ancien président français, a reconnu qu'il a ordonné des opérations homo, c'est-à-dire des assassinats illégaux. D'accord? Donc, ces agents du ministère de l'Intérieur étaient venus me porter la menace. Les accusations qu'ils ont formulées sont farfelues. Elles sont toutes fausses. Elles ne sont fondées ni de près ni de loin. C'est pas ça le problème. Mais ils étaient venus me porter la menace par cette arrestation illégale, par cette volonté de traiter de mon cas dans l'ombre, à l'écart de la loi, et puis surtout la peur que mon avocat vienne. Je comprends pourquoi ils pissaient dans leur froc à l'idée que mon avocat soit là. Ah non, 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 on ne veut pas d'avocat. Oh non, 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 cette conversation, elle doit pas se dérouler en présence d'avocat. Je dis, quoi? Moi, je vais parler avec vous, que je ne connais pas, sans mon avocat que je connais? Impossible. Alors, cette peur du droit, cette peur de la loi, cette peur de la présence, eh bien, de tous ceux qui peuvent concourir à la justice, est le signe de la déchéance du régime politique français dans une autocratie, dans une dictature abjecte. Oui, nous sommes en France en 2025 et des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur veulent interroger un intellectuel politique panafricaniste à l'abri des avocats, à l'abri de la justice. Ils veulent l'interroger, pour ainsi dire, dans une chambre noire. Voilà où M. Macron a conduit le peuple français. Dans un recul inouï de son état de droit. Dans un recul inouï de son état de droit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, il y avait des témoins. Et les motifs qui ont été avancés sont des motifs d'une gravité, c'est une diffamation incroyable. Non seulement sont des motifs qui puent le mépris envers la souveraineté des pays africains, parce que les propos que ce monsieur a tenus sur le Burkina, le Mali et le Niger sont intolérables, mais ce sont des propos qui sont brutalement russophobes. C'est la russophobie sous sa forme la plus primaire, la plus abjecte, la plus élémentaire que M. Hautefeuille m'a servi. En tentant de me flatter, de se présenter comme quelqu'un qui voudrait aider à ce que ma situation de harceler, de persécuter de la Macronie connaisse une issue favorable. Alors, quand quelqu'un vous aime avec le même amour que la corde a pour le pendu, vous n'êtes pas obligé d'y faire droit. Moi, je continuerai à défendre mon droit. Je continuerai à m'appuyer sur la formidable équipe d'avocats. Je salue Maître Abou, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda, Maître Corinne Jeanne et Léa Tangan. Je salue Maître Sylvain Babin, Maître Taboulan Beko, Maître Diakité. Je les salue tous, les avocats de l'Afrique des libertés. Je salue Maître Geoffroy Balonga. Je salue tous ceux qui, depuis plusieurs années, plusieurs mois maintenant, se sont tenus, dressés dans leur robe noire pour que le droit soit constamment dit à propos de la lutte que nous menons pour la cause légitime de notre peuple. Donc nous allons poursuivre la lutte légale et pour ma part, je n'ai plus de contrat avec l'État français. Donc je n'ai plus
à répondre devant un conseil de discipline quelconque de quelques idées que j'ai. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec une idée que j'ai professée dans l'une de mes vidéoconférences ou dans l'un de mes livres, il me porte plainte, on va au tribunal correctionnel, on en discute là-bas, on tranche. D'accord? Mais il est hors de question que j'accepte cette intimidation. Il est hors de question que je me soumette à ces menaces, à ce harcèlement. Il est hors de question que j'accepte que M. Macron, après m'avoir contraint à démissionner de mon poste de professeur, ose croire qu'il peut me contraindre à renoncer à ma liberté d'expression, à ma liberté de conscience, à ma liberté de mouvement. C'est hors de question. D'où je conclus ce propos. Il se fait tard et ça fait 55 minutes que je vous parle. Je l'ai toujours dit aux Africaines et aux Africains sur le continent et dans les diasporas. J'ai toujours dit, quoi qu'il m'arrive, par la faute du néocolonialisme français, au lieu de me pleurer, agissez en conséquence. Je recommence une deuxième fois. Quoi qu'il m'arrive à moi, par la faute du néocolonialisme français, que vous voyez là aux abois, prêts à continuer à boire le sang des Africains, au lieu de passer votre temps à me pleurer, agissez en conséquence. Une troisième fois. Quoi qu'il m'arrive, par la faute du néocolonialisme français et actuellement du régime de M. Macron, vous, Africaines et Africains, du monde entier, agissez en conséquence. Montrons-leur que les temps ont changé. Les temps ont changé. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils paieraient un prix d'une telle cherté en s'attaquant à ceux qui représentent la prunelle des yeux des Africains. Il faut que les dirigeants néocolonialistes français se rendent compte que les Africains n'ont plus peur d'eux. Quand les Africains vont agir, il faut qu'ils sachent que les Africains n'ont plus peur d'eux. C'est terminé. Nos arrière-grands-parents colonisés ont été tétanisés, paralysés par la peur. Nos parents colonisés ont été tétanisés, paralysés par la peur. Ils ont lutté du mieux qu'ils pouvaient. Mais la génération là, qui est debout, celle qui est debout au Sahel, avec à sa tête Assimi Goïta au Mali, Traoré Ibrahim au Burkina Faso, Tiani Abdourahmane au Niger, leurs excellences que je salue. La génération qui est debout là. Il faut que les dirigeants français de tous les bords prennent acte du fait qu'ils ne peuvent plus nous coloniser, ils ne peuvent plus nous dominer, ils ne peuvent plus nous écraser, ils ne peuvent même pas nous effrayer. Et ils ne nous effrayeront même pas en tuant l'un d'entre nous ou en nous tuant. Parce que la lutte redoublera d'énergie avec des conséquences fatales à tous les niveaux. Nous ne sommes pas des mendiants de vie auprès du président français. Je ne mendie pas ma vie à Macron. Nous exigeons d'être respectés dans nos droits, dans notre dignité de personne, comme nous respectons les droits et la dignité de toutes les personnes. Que personne ne croit qu'il va nous empêcher de nous exprimer, qu'il va nous empêcher de nous associer, qu'il va nous empêcher d'agir. Le 21e siècle sera africain ou ne sera pas. Et ce qui a commencé au Mali, au Burkina, au Niger, ça va arriver dans mon pays natal, le Cameroun, où je rentrerai, moi, triomphalement. Si le Tout-Puissant et le peuple du Cameroun le veulent, je rentrerai. Il y en a qui se moquent de moi là. Vous me verrez rentrer dans mon pays natal, par la grande porte. Parce que la révolution populaire progressiste va avoir lieu partout où elle n'a pas encore eu lieu. Les petits imposteurs, les opposaillons qui apparaissent là, j'incarne le changement à 80 ans, après avoir servi 25 ans à la dictature, ils seront tous balayés. La révolution populaire progressiste, c'est le renouvellement de la classe politique africaine. Ça va arriver en Côte d'Ivoire. Mon ami Guillaume Soro, il va être président de la République de Côte d'Ivoire. Je vous dis, je ne discute pas de ça avec vous. Ça, vous allez vérifier. Guillaume Soro, futur président de la République de Côte d'Ivoire. D'accord? Et dans mon pays natal,
là où le peuple camerounais me placera, je serai. Mais il est hors de question qu'il soit dit par n'importe quel hagiographe. Il se soumirent à la France-Afrique. Notre génération, c'est jamais. Donc, agissez en conséquence. Agissez en conséquence. Agissez en conséquence. Voilà le message dont j'étais porteur. J'avais prévu de vous parler plus amplement demain, mais en fait, on est déjà le lundi. Je vous parlerai vers 22 h depuis mon oratoire de Normandie, Dieu le voulant, ce soir. Mais là, j'ai été obligé de venir ici donner ce témoignage. Pendant que ma mémoire de ce qui s'est passé à l'aéroport est encore fraîche. Monsieur Macron veut désormais régler mon cas par des moyens extra-légaux, puisqu'il envoie des agents du ministère de l'Intérieur me sortir du cadre juridique et essayer de me tirer à côté de la loi pour disposer de moi. Mais je ne suis pas de ceux qui acceptent cela. Je refuse toute tractation extra-légale avec les forces de l'ordre. Je refuse tout interrogatoire sans la présence de mes avocats défenseurs. Je refuse. Je ne veux aucun arrangement avec la France-Afrique. Des journalistes de France 24 et RFI étaient venus chez moi en 2023. Et parmi les questions qu'ils m'ont posées, il y en a une que je n'ai jamais oubliée. Est-ce que vous aimeriez que la France vous aide à prendre, que le gouvernement français vous aide à prendre le pouvoir quelque part en Afrique? J'ai répondu dans cette interview-là que je ne veux pas que la France m'aide à prendre le pouvoir où que ce soit en Afrique. Je ne suis pas demandeur du soutien français pour quoi que ce soit en matière de politique en Afrique. Je veux que les dirigeants africains soient librement choisis par les Africains eux-mêmes. J'ai répondu comme ça. Et c'est cette réponse que je maintiens. Il ne faut pas chercher, je ne négocie rien dans l'ombre. Rien. Je ne veux pas du tout être reçu à l'écart. Je suis un intellectuel politique. J'ai choisi de défendre la vérité, la justice, la solidarité des Africains. Je reste dans ce créneau. Si on estime qu'il y a un problème avec moi, je viens avec mon avocat. On en parle. Je vous souhaite à présent une bonne suite de nuit du dimanche, du lundi 20 octobre 2025. Il fallait que je vous apporte ce témoignage. Ce sont des faits qui sont déroulés aujourd'hui. Et si je laissais peut-être 1 ou 2 journées passer, beaucoup de détails m'échapperaient. Alors, le moral est très bon. L'état d'esprit est positif et combatif. Nous allons continuer à écrire nos livres, à donner nos conférences. Nous allons continuer à voyager partout où les autorités du pays d'accueil nous permettront de venir. Chaque fois que ce sera possible, nous retournerons d'ailleurs en Russie, où maintenant nous comptons beaucoup de lecteurs, beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui écoutent nos conférences, même si parfois c'est en différé et que c'est difficile à cause des restrictions appliquées donc à YouTube et à Facebook ou TikTok de ce côté-là. Je voudrais leur dire du fond du cœur, spasiba à tous les amis, à toutes les amies de Russie qui nous ont offert, avec beaucoup d'autres intellectuels, analystes politiques, journalistes, que ce soit des Français, des Européens, des Américains, des Africains. On a vraiment passé une semaine d'échanges culturels intenses, une semaine de vraie amitié à Moscou. Et j'ai eu à cette occasion l'occasion de voir pour la première fois, mais à 20 ou 30 mètres de moi comme ça, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui a délivré une allocution poignante sur la place de la communication dans la souveraineté de son pays. Bon, je vous en parlerai un peu en détail dans l'émission que je donne à 21 h. 21 h ce lundi, émission qui sera donc sur Facebook, YouTube, TikTok, ce lundi à 21 h, géopolitique africaine,
Il y aura donc une première rubrique nouvelles de Russie. Je vais vous donner les nouvelles de Russie. Et puis d'autres rubriques qui vont aborder les points saillants de l'actualité politique africaine. Les points saillants de l'actualité politique africaine du point de vue de l'Afrique des libertés. Merci infiniment. Remercions le Tout-Puissant à travers nos ancêtres angélisés pour ce jour de grâce qui nous est autorisé. Si nous sommes vivants, c'est vraiment parce que Dieu le veut. Ne surestimons ni de près ni de loin notre force, mais disons toujours notre fidélité à notre engagement et disons aux Africaines et aux Africains qu'ils peuvent compter sur leurs serviteurs pour marcher avec courage, détermination, persévérance sur le chemin de la justice, de la vérité, le chemin de la Mahat, jusqu'à ce que le temps fixé pour nos œuvres terrestres, eh bien, advienne. Donc voilà, n'ayez pas peur. Africaines, Africains de tous les continents, n'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Et c'est mon ministère de la vérité qui me vaut la persécution des néocolonialistes français, du régime néocolonialiste d'Emmanuel Macron. Voilà. Et cette vérité nous enseigne que nous ne devons pas nous laisser dominer par la peur. En vérité, si tu as peur, tu as déjà quitté le domaine de la vérité et tu vas te réfugier dans les illusions, tu vas te réfugier dans les faux espoirs. Il faut être prudent du mieux que tu peux, mais il ne faut pas vivre dans la peur. Vivre dans la peur, c'est perdre la valeur de sa propre vie. Bonne nuit à toutes et à tous. Ça fait bien 1 heure et 6 minutes que je vous ai entretenu. Alors, je rendrai un service, c'est de bloquer de manière très disciplinée tous ceux qui ont dit des imbécilités sous la présente conférence. Comme ça, ils ne bénéficieront plus de mes modestes lumières. C'est le cas, par exemple, de Boubacar Mahaman Maïga, qui est en train d'écrire sur Facebook, comme si Facebook était son village à lui. Il écrit, c'est pas mieux de rester chez vous en Afrique. Là, il est sur Facebook, et Facebook, c'est Mark Zuckerberg qui l'a créé, c'est un Américain. Voilà quelqu'un qui écrit sur une plateforme américaine qu'il faut rester en Afrique. Il ne se rend même pas compte de l'incongruité de son discours. Il faut aller écrire ça sur le mur de ton village, Boubacar Mahaman Maïga. Il ne faut pas écrire ça sur Facebook. Parce que même Facebook, là, ce n'est pas pour toi. Ces arguments stupides. Bonne soirée à tous. Oui, le président Macron va perdre le pouvoir et il finira au tribunal comme Sarkozy. Et plus loin, comme Sarkozy. Le président Macron, quand il perdra le pouvoir, il finira au tribunal. Il finira au tribunal. Il aura un sort pire que celui de Sarkozy. Je vous le dis, c'est une analyse politique. Le nombre de casseroles que lui, il traîne là. Macron, il aura une après-présidence terrible. Terrible. Il faut déjà voir comment il va quitter le pouvoir. Je l'ai déjà dit à beaucoup. Il faut déjà voir comment lui va quitter le pouvoir, Macron. Qui persécute pas seulement les Africains, mais il persécute beaucoup de gens ici en France. Depuis 8 ans qu'il est président, beaucoup de gens en ont bavé. Vous allez voir comment il va partir, lui, le président Macron. Parce qu'il pense qu'il est intouchable pour le moment, mais ça va le toucher. Déjà, il n'a plus de gouvernement. Il ne sait pas que ça veut dire que c'est lui le prochain à tomber. Mais il tombera. Il tombera. Donc, le prince Kouanda, quittons l'Occident, c'est une formule creuse. Parce que c'est nous qui avons peuplé l'Occident. Nous, les Africains. C'est nous qui avons peuplé l'Occident. Tous les continents que vous voyez là ont été peuplés à l'origine par les Africains. Les Africains sont les aborigènes de la Terre. Les premiers habitants de tous les continents de la Terre. C'est nous. S'il y a quelqu'un qu'on n'a pas le droit de chasser sur la Terre, c'est d'abord l'Africain. Parce qu'il est le premier homme. Vous avez compris? Donc soyez calme.
Ah, ceci, cela, non. Nous sommes les premiers. Toutes les populations de la Terre sont issues de mutations génétiques d'Africains. Voilà. Portez-vous bien. Donc, qu'on ne vienne pas nous faire du chantage en Amérique, en Europe et partout. Et puis, bon, écoutez, dégagez Total, dégagez quoi là, Shell, dégagez Exxon, dégagez Orange, dégagez toutes vos multinationales d'Afrique. Quand vous nous parlez de rentrer en Afrique, là, n'oubliez pas que c'est un chassé-croisé. Pendant que nous on rentre là, il faut partir. D'accord? Si vous n'êtes pas capable de partir, ne parlez pas de rentrer. Les Africains iront où ils peuvent et où ils veulent. Vous avez compris? Non, non, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai. Dans le cas d'espèce, ma démission a été acceptée par Madame le ministre à travers le rectorat de l'Académie de Normandie. Je suis libre de toute obligation envers l'État français depuis le 1er septembre 2025. Parce que j'ai démissionné, j'ai remis mon poste à l'État français. Si c'est à cause du poste là que je ne peux pas m'exprimer, je ne peux pas écrire, je ne peux pas voyager, prenez-le. Yomayo, Djenayo, mangez-le. Nienayo, chiez ce poste. Laissez-moi tranquille. Moi, je vais continuer à écrire, je vais continuer à parler, je vais continuer à voyager, je vais continuer à enseigner là où on a besoin de moi. Oui! Donc, moi, c'est pour ça que je dis à M. Macron, faites comme moi. Moi, j'ai démissionné. Démissionnez aussi. C'est ça le courage. C'est pas le bep-bep, comme on dit à Douala. Il faut démissionner. Quittez l'Élysée. Venez vous asseoir au quartier. On va voir dans quel cénacle intellectuel vous allez me traiter de faux intellectuel. On va voir quel CV intellectuel vous allez m'opposer. En quelle université nous serons en concurrence. Non. Merci infiniment à toutes et à tous pour votre soutien, pour vos prières, pour votre amitié, pour votre solidarité. Merci de tout cœur. À demain, ou plutôt à ce soir. Soyez bénis. Soyez bénis. Bonsoir à toutes et à tous. Merci.